tous. Bienvenue dans cette table ronde. Alors on le sait, il y a beaucoup de débats au cours de cette journée qui vont être consacrés à l'innovation. Alors nous, on a un peu pris le contre-pied de tout ça. L'innovation, c'est génial, évidemment. Maintenant, on ne mènera pas toute la décarbonation nécessaire de notre économie, simplement avec de l'innovation et des solutions nouvelles. Il faut aussi rénover l'existant, il faut l'entretenir, il faut l'améliorer. Ce sont des composantes essentielles encore trop souvent ignorées. Alors comment encourager de telles démarches et quel modèle d'affaires favoriser? Eh bien, on en parle avec nos invités. Je vais vous les représenter parce qu'ils ne sont pas exactement sous leur portrait, même si j'imaginais bien que vous avez compris que Jean et Fanny n'étaient pas l'un sous l'autre. Donc à mes côtés, Fanny Picard, vous avez fondé et vous dirigez la société de gestion Alter Equity qui est spécialisée dans l'investissement à impact. Bonjour Fanny. Bonjour. Jean Bertrand Hardy, vous êtes vice-président in charge of strategy, business development et innovation B2C chez Engie. Bonjour Jean. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Et Jade Francine, vous avez cofondé et vous êtes Chief of Growth de WeMaintain qui fait de la maintenance d'ascenseurs. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Alors, maintenir et rénover, on en parle maintenant. On a l'impression qu'il y a une petite tendance quand même, qu'il y a un frémissement autour de cette thématique. Pourquoi est-ce qu'elle revient sur le développement de la scène en ce moment, Jade ? Oui, alors moi personnellement, donc j'ai monté une société qui s'appelle WeMaintain, donc je suis bien sur les sujets de maintenance des équipements dans les immeubles, pas seulement les ascenseurs. Et c'est vrai que nous, quand on s'est lancé, par exemple, c'était en 2018, on ne parlait pas du tout des sujets de maintenance. Je pense qu'une des premières raisons, c'est que il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de projets, et il y a un peu cette tendance de créer des choses nouvelles, toujours cette fuite en avant, chercher l'exceptionnel. Puis là, voilà, on sait comment est le marché aujourd'hui, donc il y a quand même eu un retournement. Donc la tendance, c'est plus de se concentrer sur l'essentiel, regarder ce qu'on a, voir comment l'améliorer. Et en parallèle, évidemment, il y a eu quand même, je pense, cette prise de conscience des enjeux environnementaux qui force à la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a, comment on l'améliore. On ne peut pas produire, fabriquer des nouvelles choses. Aussi, quelle est l'utilité de tout ça? Donc il y a eu un certain revirement. Et après, moi, dans le secteur dans lequel j'opère, qui est le monde de l'immobilier, qui est même responsable de 37% des émissions de gaz à effet de serre, il y a vraiment une grosse prise de conscience du fait des réglementations et aussi du fait de... aujourd'hui, les propriétaires, les gros propriétaires, donc les banques, les assurances, sont obligés de conserver leur patrimoine, vu l'état du marché immobilier. Donc, ils sont obligés de se poser ces questions-là. Donc là, effectivement, vous parlez d'une prise de conscience, mais des institutionnels, du monde corporate. Vous, Jean, vous êtes en contact avec les particuliers. Est-ce que cette prise de conscience, elle se fait aussi? Est-ce qu'il y a un changement de mœurs et de pratiques dans les foyers? Alors, chez Engie, on a un mot d'ordre qui est d'aider les clients à consommer moins, à consommer mieux. Sur le sujet de la rénovation énergétique sur les particuliers, l'enjeu, il est énorme, puisqu'il y a une possibilité de réduire les consommations unitaires et donc réduire considérablement l'empreinte carbone. Tu as rappelé, Jade, les émissions carbone liées au monde du bâti, elles représentent 37%, c'est un enjeu gigantesque. Ce marché de la rénovation, il est extrêmement vaste dans le fond et chaque année, si on le prend au sens large, l'amélioration de l'habitat, il y a des milliards d'euros qui sont investis par les Français de façon à améliorer leur habitat. L'enjeu va être de faire en sorte que ces investissements soient le plus possible fléchés lorsqu'il s'agit de thermique vers des solutions qui sont efficaces énergétiquement. Et là, on connaît bien les problématiques auxquelles on doit faire face, qui est de pouvoir guider le client dans le choix des travaux à réaliser, dans le choix des matériels à utiliser, dans les aides, c'est souvent un maquis, dans les aides auxquelles il peut prétendre, et dans le choix des artisans qui peuvent réaliser en toute qualité les travaux qu'ils souhaitent réaliser. Voilà, donc on a un marché sur la rénovation énergétique qui se met en mouvement. Est-ce que c'est dans les mœurs de tous les particuliers? En tout cas, la prise de conscience progresse fortement et on le voit au fil, je dirais, des nombres d'appels qu'on reçoit qui progressent d'année en année, au fil des enquêtes où les particuliers nous disent « oui, j'ai un projet de rénovation énergétique, aidons-les à les réaliser ». Donc impératif économique, impératif écologique. Maintenant, donc ça c'est la demande. En face, l'offre. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Est-ce que maintenir et rénover, c'est si simple, Fanny? Pas encore. Ce besoin de consommer moins et de consommer mieux que Jean évoquait à l'instant,
sa conscience est récente et les filières n'ont pas encore été structurées, elles sont en train d'être structurées. Nous avons par exemple investi au capital d'une société qui s'appelle Murphy, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent probablement parce qu'ils ont fait pas mal de publicité dans le métro, et par ailleurs parce que tous leurs utilisateurs sont extrêmement satisfaits. J'espère que c'est votre cas aussi si vous l'avez été. Murphy vient réparer chez vous votre électroménager tombé en panne et qui n'est plus sous garantie. Votre four, votre machine à laver, votre frigidaire, votre cuisinière, etc. À un prix fixe, quel que soit le nombre de fois où le réparateur doit venir. Et si, pour ce prix d'une centaine d'euros à peu près, le réparateur n'est pas parvenu à réparer justement, eh bien, ce montant vient en déduction de l'achat d'un produit reconditionné, qui est la deuxième activité de l'entreprise. Et donc, cette entreprise... Aujourd'hui, elle a formé à peu près 300 techniciens depuis notre investissement il y a 3 ans. Elle a réparé près de 200 000 machines ou reconditionnées. Et cela a permis d'éviter de l'ordre de 8 000 tonnes de déchets. C'est tout à fait considérable. Mais pour ça, il a fallu des dirigeants comme Jade, qui sont des sportifs de haut niveau, qui sont des craqueurs de trucs incraquables, parce qu'il a fallu faire face à 5 enjeux qui sont colossaux. Le premier, c'est de changer les habitudes. On avait tous l'habitude, quand la machine à laver tombe en panne, d'aller chez Darty ou Leroy Merlin pour en acheter une neuve. Il faut apprendre à former des techniciens. C'est un nouveau métier. Il fallait évidemment avoir appris à réparer, d'une part, reconditionner, d'autre part. Ce n'est pas tout à fait le même métier, ce ne sont pas les mêmes filières d'approvisionnement, ce n'est pas les mêmes enjeux de diagnostic, etc. Il a fallu gagner en productivité, parce qu'il ne faut pas que le coût soit trop élevé, sinon vous préférez aller chez Darty pour acheter un produit neuf. Et il a fallu trouver des financements, parce que tout ça, ça coûte cher. Au-delà de tout ce que je viens de dire, il y a aussi des systèmes d'information qui sont assez complexes, un BFR, etc. Donc, c'est vraiment difficile de structurer ces filières, et peu de gens y arrivent encore pour le moment. Alors, de les 200 000 machines Murphy réparées, il y a la mienne. Jean, que vous êtes satisfaite? Tout à fait. Jean, pour rester dans le côté un peu concret décrit par Fanny en matière de rénovation énergétique, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? On parlait de changement de pratique, de se déshabituer de ce qu'on faisait avant. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire quand on est un particulier? Alors, de façon extrêmement pratique, on a mis au point 2 parcours pour les particuliers, de façon à les guider dans ce parcours de rénovation énergétique dont on sait qu'il est parfois douloureux. Un premier parcours digital. Le client tape dans sa barre d'espace monespaceprime.nj.fr et là, on va lui proposer un déroulé en 4 étapes. Il va commencer par saisir les caractéristiques de son logement dans un simulateur, ce qui va nous permettre de lui proposer des scénarios de travaux en fonction de l'isolation de son bâti. Des scénarios de travaux qui vont pouvoir porter sur l'isolation, la toiture, les murs, les planchers, sur les ouvrants, remplacement des fenêtres, sur les systèmes thermiques, ou encore sur la mise en place d'outils de production d'électricité renouvelable comme des panneaux photovoltaïques. Deuxième étape, on va lui proposer un chiffrage approximatif du coût de ses travaux. Et également lui proposer une évaluation du gain en énergie auquel il peut s'attendre. La mise en place d'une pompe à chaleur, par exemple, peut conduire à des économies qui vont jusqu'à 1 500 € par an. Troisième étape du parcours, lui montrer de quelles aides il peut bénéficier, entre les primes NJ ou les primes MaPrimeRénov' qui sont versées par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Quatrième étape du parcours, celle de la mise en relation avec un artisan qualifié qui va pouvoir réaliser les travaux. On a un deuxième parcours qui, lui, est un parcours téléphonique. Le particulier qui est allergique ou qui préfère avoir un contact avec un conseiller spécialisé va pouvoir rentrer en contact avec des conseillers spécialisés NJ qui vont dérouler la même séquence de façon à l'accompagner dans son parcours.
Alors on change complètement d'échelle. On était vraiment chez le particulier, on voit comment ça se passe. Maintenant, j'aimerais remonter beaucoup plus haut pour avoir une idée un peu du positionnement qu'on a en France sur ces sujets. Donc Jade, avec WeMaintain, vous êtes à l'étranger. Vous avez connu une croissance sur plusieurs marchés. J'aimerais bien savoir, nous Français, en matière de rénovation et de maintien, est-ce qu'on est plutôt bon? Est-ce qu'on est plutôt pas très bon? Oui, alors WeMaintain, pour le coup, on a commencé en France, après on s'est lancé en Angleterre, on est à Singapour et à Hong Kong. Aujourd'hui, l'international représente 70% de nos revenus. Je pense que ça traduit un petit peu, ça répond un petit peu à la question, sachant qu'on s'est lancé beaucoup plus tard sur l'international. De ce qu'on peut voir, donc nous, on a vraiment cette partie maintenance et qu'on est venu enrichir avec également tout ce qui est un accompagnement lié aux objets connectés qui permet de mesurer la performance des équipements, donc pas seulement les ascenseurs, mais les autres équipements techniques aussi, de faire des recommandations sur les plans de CAPEX, sur où investir, parce qu'en fait, ça coûte beaucoup d'argent et accessoirement, ça a un impact carbone très très lourd. Et également, vraiment donner des pistes très concrètes de réduction de consommation d'énergie. Bref. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, souvent, on va nous expliquer pourquoi potentiellement ça ne peut pas marcher, pourquoi... je sais pas, on trouve toujours une raison du pourquoi ça va pas marcher, alors que typiquement en Angleterre, ce que j'ai pu observer, c'est que on a des clients. Donc nous, nos clients, encore une fois, c'est vraiment des gros groupes, soit des grosses foncières, des gros groupes des banques, des assurances, des gros groupes de property management. Et donc eux, ils vont dire en fait, oui, même si en effet, par exemple, on prend les ascenseurs, c'est que 5-6% de consommation énergétique du bâtiment, mais de réduire de 30% mes consommations là-dessus, en fait, ça m'intéresse parce que si je mets en place des petites actions, un peu la politique des petits pas partout, au final, on va tous gagner, on va tous améliorer, et c'est ça qui compte. Et je crois qu'en France, on attend un peu l'espèce de formule, de solution magique qui va venir tout révolutionner, je sais pas, le méga Rafale, le méga Charles Leclerc. Non, en fait, il faut, c'est plein de petites choses, notamment dans l'immobilier. On en parle où il y a quand même, faut réussir à aligner tout le monde. Donc les artisans, les donneurs d'ordre, les occupants. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu observer. Et après en Asie, là où ça prend beaucoup le pli, c'est qu'en fait les gouvernements sont très impliqués. Donc par exemple, si on prend Singapour, le gouvernement, ils sont très conscients qu'il y a un manque de techniciens. Ils sont très conscients qu'ils n'auront jamais assez de techniciens. Ils ont dit dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire le nombre de visites de maintenance, mais d'équiper les techniciens avec de la technologie. Comme ça, quand ils vont sur site, ils sont mieux équipés. Donc ils sont très engagés sur la maintenance prédictive, et nous on travaille main dans la main avec le gouvernement de Singapour sur on crée la solution de maintenance prédictive qui s'appliquera à tout le territoire. Donc voilà, je pense qu'en fait il y a un truc un peu culturel et aussi de volonté du gouvernement à s'impliquer et à prendre en main les sujets de façon très concrète, pas juste avec une réglementation qui est contraignante pour tout le monde. Il y a un fil rouge qui commence un peu à émerger autour des compétences humaines. On va en reparler bien sûr. Avant ça, parce que quand même c'est la Madi Keynote, je voulais rebondir. Vous avez parlé d'objets connectés, je voulais parler tech. On ne peut pas se passer de parler un peu tech ici. Chez Engie, est-ce qu'il y a des outils un peu technologiques qui peuvent aider justement à la maîtrise de cette consommation ou à gérer sa rénovation? Alors, la tech, elle est omniprésente et elle est absolument nécessaire, indispensable. On la met au service de l'augmentation du pouvoir du consommateur. Le consommateur, en fait, augmenter son pouvoir, c'est l'aider à comprendre d'où vient, comment il consomme, qu'est-ce qu'il consomme. Et puis, c'est aussi, surtout, l'aider à piloter cette consommation. Alors, deux exemples d'offres, de solutions dans lesquelles, effectivement, on a mis de la tech. La première, ça s'appelle Mon Pilotage ELEC. Mon Pilotage ELEC, c'est une offre qu'on a lancée avec succès il y a 2 ans. Vous êtes équipé d'un chauffage à l'électricité, vous avez des émetteurs, des convecteurs, voilà, comme 10 millions de foyers en France. On vient chez vous, on équipe chacun de vos convecteurs d'un petit boîtier qui va rendre le convecteur, quel que soit son âge, quelle que soit sa marque, intelligent. On va pouvoir le connecter. Et ensuite, on va vous mettre à disposition une application, Engie bien sûr, qui va vous permettre de piloter chacun des radiateurs et donc chaque pièce en fonction de la température de consigne que vous souhaitez obtenir. Je vous prends un exemple. Je suis parti en week-end, j'ai laissé mon logement en mode éco. Avant de revenir, 1 heure avant, je déclenche le radiateur du salon de façon à avoir ma température de confort quand j'arrive.
Les clients qui ont opté pour cette solution Mon Pilotage ELEC l'année dernière ont fait en moyenne 18% d'économie d'énergie. 18% d'économie d'énergie, c'est tout à fait intéressant. On a une solution équivalente en gaz, elle s'appelle Mon Pilotage Gaz. Là, on ne prend pas le contrôle de tous les radiateurs, on prend le contrôle de la chaudière au travers d'un thermostat intelligent, en offrant la même possibilité à nos clients d'avoir un pilotage à distance et un pilotage intelligent. Plus, on a une fonctionnalité de gestion de budget. L'année dernière, vous aviez un budget chauffage gaz, admettons, de 1 500 €, vous vous dites c'est trop. Je veux dépenser que 1 400 €. Eh bien, l'application va vous proposer un module de température de façon à atteindre cet objectif budgétaire. Voilà des exemples appliqués de tech qui vont permettre d'augmenter le pouvoir du consommateur. Alors Engie, vous êtes une entreprise énorme, hein. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui émergent au niveau des startups, vous qui avez une vision un peu sur l'écosystème, Fanny? Oui, alors par exemple, nous avions aussi investi dans une entreprise qui s'appelle Efficia et qui travaille sur l'efficacité énergétique des bâtiments, mais qui a plutôt une clientèle B2B et qui fonctionne à peu près de façon assez proche finalement, puisqu'en fait, ils posent des capteurs dans des bâtiments auprès de leurs clients qui sont notamment des chaînes de magasins, des Jiffy, Decathlon, Leroy Merlin, Fnac Darty, etc. Mais ça peut aussi être des entrepôts logistiques, donc c'est pas tout à fait la même clientèle que vous, et avec des contraintes, j'imagine, qui sont pas tout à fait les mêmes. Et ils prennent aussi le contrôle à distance de la température du bâtiment, ce qui permet par exemple de baisser le chauffage ou la climatisation la nuit ou les jours fériés, quand le magasin n'est pas ouvert. Et là encore, on a eu, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, des vrais enjeux de staffing, parce que les techniciens dont on a besoin pour faire ces métiers, comme ces métiers sont nouveaux, eh bien, ils n'existent pas. Et nous, on en avait besoin sur place, à l'endroit où on installe ces capteurs et ces dispositifs. Il fallait à la fois des techniciens qui soient compétents en matière informatique, en matière électrique, etc. Donc, je ne sais pas comment vous avez fait, vous, mais eux, ils ont organisé un système dans lequel ils ont les techniciens à Paris et puis ils gèrent à distance avec les techniciens qui installent le transfert de compétences. Et donc, oui, des startups aussi sur ce savoir-faire qui est donc vraiment un savoir-faire de rénovation. Ce n'est pas un nouveau bâtiment plus efficace d'un point de vue de la gestion de technique, mais ça se plug sur l'ancien pour diminuer. Et ils ont des résultats qui sont 15 à 20% aussi de réduction des consommations, sauf des cas un petit peu extrêmes. Mais dans certains cas, ils ont permis de diminuer de l'ordre de 40% l'énergie consommée dans certains bâtiments. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction ou un enjeu en ce moment? Parce que j'entends vos chiffres qui sont super en termes de réduction permise, d'économie. On sait qu'on est dans une période économique assez complexe, donc il y a un vrai argument qui convainc ici. Et à l'inverse, on a en même temps l'impression que la période est difficile pour les startups, qu'elle est difficile en particulier pour l'économie PropTech, qui sont les startups de cet écosystème du bâtiment, de la construction. À quoi est-ce qu'il est dû cet environnement? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Est-ce que c'est vrai que c'est difficile, Jade, en ce moment? Je pense qu'une des premières difficultés, c'est qu'il y a pas mal de startups, donc de PropTech dans le secteur de l'immobilier, qui sont lancées un peu avec cette vue que seul le logiciel allait résoudre des problèmes ou seuls les objets connectés. Mais en effet, quand on parle, il y a vraiment la dimension terrain, humaine, d'une pour construire des objets qui soient performants, qui soient pertinents. Et donc nous, notamment, tous nos algorithmes de machine learning, derrière, en fait, il y a beaucoup d'expertise terrain, techniciens, qui vont venir valider si oui ou non les informations remontées font sens. Donc on ne peut pas se passer de cette partie-là. Et puis ensuite, c'est aussi avoir des techniciens en interne pour installer, pour réparer, pour améliorer. Parce que bon, j'imagine que tous les capteurs qu'on a là, en fait, on veut tous toujours aller plus loin. Enfin, on se laisse la possibilité d'aller chercher d'autres informations, d'aller sur d'autres équipements. Donc cette partie-là, c'est que, et je pense que c'est aussi c'était une demande des fonds d'investissement d'avoir juste du SaaS, juste de l'IoT, mais sans les contraintes. Et voilà, moi, ce que j'explique souvent à mes investisseurs, nous on a fait 4 levées de fonds, c'est parce que souvent ils sont surpris, genre mais il y a des techniciens chez vous. Et oui, en fait, il y a pour venir, enfin pas mes investisseurs parce que maintenant ils le savent, mais quand on parle à des nouveaux investisseurs, c'est leur dire oui, en fait, pour venir dans le monde de l'immobilier, venir là-dessus et être crédible, être pertinent, s'inscrire dans la durée.
on est obligé d'avoir cette dimension-là. Donc nous, plusieurs fois, on a des startups qui viennent nous voir en disant « Est-ce que vos techniciens, ils ne pourraient pas installer nos capteurs ?» Bon, voilà, moi je préfère qu'ils installent les miens pour le moment. Il y a cette partie-là. Et après, l'autre aspect, pourquoi je pense que c'est dur pour les PropTech, c'est que quand même, beaucoup de PropTech s'inscrivent soit sur du B2C, et donc parfois il y a des enjeux de copropriété, où franchement c'est quand même très 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 compliqué, ou alors vendre à des grands groupes, et quand même les cycles sont longs, enfin les grands groupes, les cycles sont longs. Je crois qu'il y a une table ronde cet après-midi sur relations start-up grands groupes, et dans le monde de l'immobilier, c'est extrêmement long. L'immobilier, c'est la classe d'actifs la moins digitalisée. Je pense que ça veut dire quelque chose. Les cycles sont très longs, il y a beaucoup de décisionnaires, il n'y a pas cette habitude aussi de faire des changements. Et donc en fait, il y a des boîtes qui ont des bonnes solutions, et juste, c'est trop long parce qu'il y a une pression d'investisseurs, faut quand même sortir du chiffre. Et de l'autre côté, il y a des clients qui mettent trop de temps à signer, d'où l'importance d'aller à l'international, je pense, quand on a des bonnes solutions. C'est intéressant effectivement d'avoir votre retour d'expérience et de voir le modèle que vous avez adopté. Fanny, des modèles viables, est-ce que vous en avez vu aussi? Jade nous expliquait un peu les contraintes qu'il y avait à lever. Il y en a qui ont réussi à passer outre ces barrières? Des modèles des nouveaux modèles de... Autour de la rénovation, de la maintenance, est-ce qu'il y a des business models un peu disruptifs qui sont efficaces aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y en a un assez grand nombre. Par exemple, ça fait un certain nombre d'années que Michelin avait lancé un système qui, au lieu de vendre des pneus neufs, vendait des kilomètres parcourus par ces pneus aux clients transporteurs. Récemment, Stellantis a racheté une plateforme qui avait été développée par BMW qui s'appelle ShareNow, qui fonctionne bien. Je vous invite à l'utiliser, d'autopartage et de location de voitures. Donc Stellantis, qui normalement est un constructeur et qui passe à une économie de fonctionnalité en vendant l'usage plutôt que le bien lui-même. On a beaucoup d'exemples comme cela d'entreprises qui trouvent des nouveaux modèles pour essayer d'utiliser les biens beaucoup plus longtemps et donc avoir beaucoup moins recours à du neuf. Aujourd'hui, nous sommes dans des locaux du Palais Brongniart gérés par GL Events, qui aujourd'hui prend beaucoup plus soin que ça n'a pu être le cas historiquement, des chaises et des fauteuils. Alors peut-être pas celles sur lesquelles vous êtes assis qui sont fixes, mais il y a des sièges qui se déplacent et donc ils les entretiennent aujourd'hui, ils les stockent en utilisant des tissus qui viennent des stands de salons professionnels qu'ils gèrent par ailleurs, ou de panneaux de signalisation par exemple pour la Coupe du Monde de rugby, de grands panneaux de plastique qui sont transformés en housse pour stocker ces meubles et les conserver plus longtemps. Ils sont en train de réfléchir, de travailler aussi avec des fournisseurs de tissus pour faire en sorte d'avoir des tissus justement pour leur stand qui sont beaucoup plus réutilisables que le coton gratté qu'ils utilisent aujourd'hui et qui est peu réutilisable, etc. Donc, à la fois dans les grands groupes, dans les entreprises moyennes, dans les plus petites entreprises, dans les startups, il y a vraiment des modèles qui sont en train de naître et qui sont passionnants dans ces dimensions d'économie circulaire. C'est intéressant d'ailleurs parce que quand on vous entend Jean et vous Fanny, finalement il y a beaucoup de choses qui se passent dans les grands groupes aussi et pas seulement dans les startups finalement. Et je voulais revenir peut-être sur les barrières à lever pour accélérer cette diffusion peut-être dans les mœurs et dans les pratiques de la maintenance, de la rénovation. Vous avez parlé des compétences, Jade. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer en fait les compétences? Et est-ce qu'il y a d'autres freins, vous, aujourd'hui, qui vous bloquent dans votre business sur lesquels il faudrait peut-être changer les choses? Je pense qu'il faut vraiment revoir en fait la façon dont on considère ces métiers techniques, en fait les métiers de technicien. Il faut même revoir la façon dont on considère la maintenance. C'est intéressant, par exemple, la maintenance, financièrement, on dit c'est des charges. Ça veut tout dire, en fait. Alors qu'au final, c'est des choses qu'on va garder sur le long terme. Ça nous permet aussi d'innover. Les techniciens, ils sont souvent un peu en bout de chaîne. C'est des métiers qui ne sont pas très bien considérés. C'est
pas juste, je pense, dans les champs là, dont on vient de parler, mais souvent, moi, je prends un peu la métaphore de la médecine. Bon, la médecine, on va toujours s'extasier devant le chirurgien qui fait la super opération avec les dernières technologies. Ok, très bien. Et puis, on va totalement oublier de remercier l'infirmière qui va faire les petits soins du quotidien, ce qui fait qu'au final, tout le process se passe bien. Et donc, les techniciens, c'est un peu ça. C'est des petits gestes du quotidien. D'ailleurs, il y a tout un mouvement de la sociologie de la maintenance. Franchement, c'est passionnant. On va dire, quand j'ai découvert ça, je les ai directement appelés. Et où en fait, du coup, vraiment, c'est comment remettre au cœur, comment revaloriser la maintenance, l'entretien. Il y a des mouvements qui sont en train de se créer aux États-Unis. Bon, c'est encore une culture différente, mais je pense qu'il y a quand même cette prise de conscience. Et le premier truc, c'est le métier technicien. Donc, un des gros freins, c'est réussir à attirer des jeunes, réussir à les former. C'est pas forcément facile. C'est aussi faire prendre conscience, oui, que l'entretien, la maintenance, ça a un certain coût quand c'est bien fait. Moi, je peux le voir dans mon secteur, il y a quand même une tendance à tirer, notamment en France, à tirer les prix vers le bas. Voilà, où on va se bagarrer, mais franchement, pour des 50, 100 euros, alors qu'on parle du bon fonctionnement d'un immeuble. Enfin, en fait, c'est assez choquant. Et à l'inverse, parfois, il y a des gros budgets qui sont passés dans des trucs technologiques. C'est condamné d'avance. Franchement, ça ne marchera pas. Et un truc qui marche bien, et je pense qu'il n'est pas fait en France, c'est aussi, typiquement, nous, on l'a fait en Angleterre, on maintient les ascenseurs et les escalators d'une grosse ligne de métro. C'est-à-dire, si on atteint des bonnes performances, les équipements atteignent des bonnes performances, alors oui, il y a le malus, mais il y a un bonus. Et le bonus, il va directement au technicien. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est de récompenser en fait celui qui fait bien la prestation. Je pense que ça c'est pas encore rentré dans les mœurs. Nous, c'est quelque chose vraiment sur lequel on pousse, aussi pour qu'ils soient fiers de leur travail, qu'ils soient récompensés à leur juste valeur. Voilà. Donc un peu repenser aussi la façon dont les techniciens sont rémunérés dans leur société. Mais il faut dire aussi, est-ce que vous le ressentez aussi plutôt sur le côté pro? Nous, en tant que particuliers, parfois c'est moins cher d'aller racheter quelque chose de neuf que de le faire réparer. Est-ce que vous avez le même problème en fait de coût aussi à ce niveau-là? Moi, non, beaucoup pas dans mon secteur. Parce qu'on change les équipements sur les 15, 10, 20 ans, ça dépend de l'usage de la technologie. Non, je ne suis pas sur ces enjeux-là. Et puis il y a quand même il y a beaucoup de réglementations dans l'immobilier qui forcent à se poser la question. Donc on ne rénove, on va pas débrancher pour tout changer. Ça se passe pas comme ça. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est aussi un frein à lever, en tout cas au niveau des pratiques des individus, cette question du coût qui parfois crée un blocage en fait. Vous l'avez dit, Jade, il va y avoir une table ronde cet après-midi sur les collaborations start-up grand groupe. On vous attend d'ailleurs, je crois que c'est à 15h20. Start-up grand groupe, j'en profite Fanny parce que vous êtes quand même tout indiqué. C'est pas votre table ronde, mais j'aimerais bien savoir quand même. Vous avez vraiment une vision sur tout cet écosystème en tant qu'investisseur. Il y a des collaborations aujourd'hui entre grands groupes et start-up autour de ces sujets de rénovation et de maintenance. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant. Dans une vie antérieure, je m'occupais des fusions-acquisitions du groupe Danone. Et ce qu'on voyait, c'est qu'en tant que grand groupe, on était incapable de travailler avec des startups, de collaborer avec eux. Et quand on les achetait, on les écrasait. Donc en fait, au bout d'un moment, on a arrêté de les acheter. Ce que je veux dire, c'est qu'historiquement, les grands groupes ont beaucoup de mal, et ça reste quand même largement le cas, à travailler avec les startups. Peut-être que vous avez des contre-exemples. Là, ce qu'on constate, par exemple, dans 3 de nos participations, c'est effectivement des collaborations, des partenariats qui sont hyper intéressants. On parlait tout à l'heure de Murphy. En début d'année, Pacifica, qui est une compagnie d'assurance du groupe Crédit Agricole, a investi à leur capital. Et leur objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que leurs clients, qui bénéficient d'une assurance habitation, au moment où ils ont un dommage sur un appareil électroménager, au lieu d'en racheter un neuf, utilisent Murphy, soit pour le réparer, soit pour en acheter un reconditionné et peut-être d'autres services. Ça, c'est un exemple intéressant, avec en plus un partenariat capitalistique. Nous avons investi, par ailleurs, au capital d'une société qui s'appelle BIM, qui commercialise des panneaux photovoltaïques que vous installez vous-même, que nous installons nous-mêmes, et même moi je suis capable de le faire, je l'ai fait, qui permettent, quand on installe un kit, et on peut en installer plusieurs, de produire de l'ordre de 15% de l'électricité d'un foyer.
avec un retour sur investissement qui est assez rapide, puisque c'est même pas 3 ans. Et Leroy Merlin, qui voulait beaucoup se différencier par rapport à ses concurrents sur les sujets d'autoconsommation, de promotion d'électricité renouvelable, les met énormément en valeur. Et pour ça, ils ont organisé des formations de leurs vendeurs qui connaissent mieux les produits, donc peuvent mieux en parler. Ils ont fait fabriquer des produits, des éléments de merchandising, donc des supports de vente pour aider aussi à la commercialisation. Et maintenant, ils sont en train de les aider à s'internationaliser, puisqu'ils proposent de produits de BIM à l'étranger, et ça aide BIM à partir dans d'autres pays. Donc, beaucoup de situations comme ça, les unes après les autres, dans lesquelles un grand groupe voit un intérêt. Un autre exemple qui est Saint-Gobain, qui voulait augmenter sa palette de services à ses clients, qui sont des artisans ou des groupes de construction immobilière, et qui a réfléchi aux enjeux de collecte des déchets de chantier pour éviter qu'ils se retrouvent sur votre trottoir ou dans le bois à côté de chez vous, et de leur valorisation. Et donc, ils ont collaboré avec un start-up studio pour financer le développement d'une société qui s'appelle Les Reapers, au capital de laquelle on a investi. On les utilise. Ah, bravo. Et qui fait payer à des artisans ou des entreprises de rénovation un prix qui diminue pour la prise en charge de leurs gravats lorsque les déchets sont triés, ce qui permet, lorsqu'ils sont triés, de les valoriser. Donc, des exemples les uns après les autres, et ce qui est intéressant, c'est cette perspective un peu historique dans laquelle on voit que ce sujet de la circularité qui fait émerger un certain nombre de startups, il entraîne aussi des partenariats qui pourtant étaient difficiles pour les grands groupes. Je vous voyais acquiescer, Jean, à côté. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur cet aspect collaboration grand groupe, start-up. Oui, volontiers. Alors d'abord, pour faire un témoignage, c'est jamais facile, effectivement, dans un grand groupe de travailler avec une start-up, le rapport de taille. Voilà, est compliqué, il y a toujours des questions de confiance, il y a toujours des questions, voilà, tout un tas de questions. Et effectivement, une des modalités à laquelle nous sommes parvenus, du coup, c'est de travailler avec des start-up studios. On en a même créé des start-up studios de façon à être à l'origine fondateur, cofondateur, et créer un lien beaucoup plus fort, du coup. Et ce qui permet de travailler voilà, de façon plus pérenne, plus sereine, plus dans la durée avec les startups. Voilà. Mais je me retrouve bien dans ton témoignage. En termes d'innovation, un peu de prospective maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir? On parle quand même un peu tech, j'avais dit qu'on ne parlerait pas trop innovation, mais il y en a quand même partout. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez justement, soit vous chez Engie ou avec vos startups peut-être, en matière de rénovation, en matière de maintenance? Alors, si on parle un peu de prospective, d'innovation, il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot pilotage. Le mot pilotage, je crois qu'il est vraiment archi crucial. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de vous mentionner une offre qu'on avait pu lancer, mon pilotage GELAC, qui permet de piloter les radiateurs électriques. En fait, un peu partout dans le monde, puisque Engie est présent, c'est une grosse entreprise, dans différents pays, et sur les métiers des particuliers, nous sommes amenés à développer des solutions de pilotage. Je prends un exemple proche d'ici, en Belgique. On a lancé une offre, elle s'appelle Drive. Elle s'adresse à des particuliers qui sont équipés d'une voiture électrique. Ce que leur propose l'application, c'est une optimisation de leur recharge. Le particulier va rentrer dans son application l'heure à laquelle il a besoin de son véhicule et le pourcentage de recharge dont il a besoin. Classiquement, 60, 70, 80%. Et l'application va ensuite procéder à la recharge de façon à utiliser les heures les moins chères en fonction du contrat du client, et ainsi optimiser sa recharge. On parlait tout à l'heure d'autoconsommation. Il y a en Belgique, c'est peu connu, et notamment en Flandre, la partie la plus au nord, un taux d'équipement des maisons en photovoltaïque qui est très important. Eh bien, l'application va pouvoir également gérer le fait qu'une partie de la charge va venir de l'autoconsommation et faire le complément à partir du tarif.
Voilà, c'est des solutions qui existent aujourd'hui en Belgique, que l'on va déployer en France dès l'année prochaine. Si je vais un peu plus loin, même beaucoup plus loin, en Australie. Alors en Australie aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un taux d'équipement des maisons en photovoltaïque qui est gigantesque, le plus important au monde. On est à pas loin de 35-40% des toitures des toitures solaires. C'est tout à fait considérable. En France, je ne sais pas si vous l'avez en tête, on est à moins de 5%. Sur un marché qui est en pleine dynamique. Donc ça, c'est très rassurant, mais on est parti avec beaucoup de retard. Eh bien, en Australie, l'enjeu, il va être sur le stockage. Nos clients, les particuliers australiens, produisent beaucoup d'électricité par eux-mêmes, ils autoproduisent, ils en consomment une partie sur le moment de la production, mais il y a toute une partie qui n'est pas consommée et il faut la stocker. Et donc, on a développé des solutions de stockage, de pilotage de batteries, comment on stocke l'électricité au moyen de batteries, des batteries résidentielles. Voilà, il faut imaginer la taille d'un petit frigidaire. Et ça permet de stocker l'électricité qui a été produite, non consommée immédiatement, et le soir, quand le soleil ne brille plus, eh bien c'est la magie. On peut utiliser cette électricité qui a été stockée de façon à alimenter ses usages en éclairage, en chauffage, en climatisation, enfin bref. Voilà. Dans le fond, ces solutions de pilotage, et puisqu'on parle d'avenir, elles répondent à deux préoccupations majeures que nous avons identifiées. La première, c'est de donner les moyens aux particuliers de piloter leur consommation, de façon à effectivement réduire leur facture énergétique, de façon à consommer moins d'énergie, de façon à consommer mieux, plus de renouvelables. Le deuxième enjeu, il est moins connu, même si le débat progresse sur le sujet, il est de répondre à un besoin collectif du système électrique. Parce qu'on est dans un monde où, et c'est heureux, on va avoir de plus en plus d'énergie renouvelable pour la production. Super, génial. Cette énergie renouvelable, elle se caractérise par quoi? Par le fait qu'elle est variable. Qui peut prévoir avec certitude le niveau de vent qu'il y aura, le niveau de pluie, le niveau d'ensoleillement? Tout cela est compliqué et varie de jour en jour de toutes les façons. On a donc une production qui est de plus en plus variable. Et en regard de cette production, eh bien, le système électrique il va avoir besoin d'une consommation que l'on va pouvoir piloter, que l'on va pouvoir variabiliser, que l'on va pouvoir flexibiliser. Toutes les offres que l'on développe répondent à ces enjeux. Beaucoup de choses en cours de structuration, effectivement, à tous les niveaux d'échelle. Donc, je suis sûre qu'on aura d'autres occasions de rediscuter ensemble, puisque j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Un grand merci à tous les trois pour vos éclairages aujourd'hui.